Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre 19h. Voici les titres qui seront développés ce samedi 9 novembre. Nous ouvrirons ce journal au Sables d'Olonne avec notre envoyé spécial. Le grand départ du Vendée Globe sera donné demain, dimanche. Sur place, c'est l'ébullition, vous le verrez. Nous aurons l'opportunité de nous entretenir avec Boris Herman. Ce skipper fait partie des 40 à s'engager dans ce tour du monde à la voile en solitaire et il portera les couleurs de Monaco. Le prince Albert II a également fait le déplacement, vous l'entendrez. Nous poursuivrons avec une parenthèse musicale. Les élèves les plus aguerris de l'Académie Régnier 3 se sont réunis sur scène pour jouer devant un public et se préparer pour leur diplôme de fin d'études. Notre équipe s'est immiscée dans les coulisses. Enfin, avant de prendre la direction de New York pour débriefer sur le fameux marathon, nous recevrons Boris Cyrulnik. Le très médiatisé neuropsychiatre livrera son point de vue sur les changements de notre société en amont d'une conférence donnée en principauté. Veille de départ pour les 40 concurrents du Vendée Globe Challenge, le tour du monde en solitaire sans escale et sans insistance. Et invité de marque aujourd'hui sur les pontons vendéens, le prince Albert II, Christophe Paco. Et oui, c'est en véritable habitué de lieu que le prince souverain s'est rendu à nouveau sur les pontons vendéens. On s'en souvient, il est donné départ en 2016. Ici même, il était venu à l'arrivée du Vendée Globe Challenge l'an dernier pour la 5e place, remportée par Boris Herman. Boris Herman qui l'a accueilli ce matin sur le ponton, devant son bateau et même à l'intérieur du bateau monégasque Malizia. Visite guidée. Voilà. Alors, bien de voir. Ça va. Oui. C'est une bonne place pour regarder dans les voiles. Non, c'est bien. Sous le vent, on voit bien la forme de voile ici, la voile d'avant, pour le régler. C'est une course extraordinaire, c'est une ambiance extraordinaire. C'est des grands aventuriers. On est ravis que le départ se fasse avec un temps clément, comme ça un peu le vivre ensemble, voilà. Faire vraiment célébrer cette fête de la mer, cette grande... C'est une grande fête de l'océan aussi, de consacrer 3 mois de nos vies, pas que les marins, mais tout le monde qui suit aussi. Je pense on attire beaucoup d'attention sur la beauté des mers et des océans. Ouais. On est avec vous, on ne peut pas dire grand-chose d'autre, parce que sinon, ça peut porter malheur. Donc, merci. Grand merci. Bon vent. Et on est avec toi. Et le skipper monégasque Boris Herman a, c'est certain, apprécié les derniers encouragements du prince souverain. Il est avec nous aujourd'hui sur Monaco Info, juste devant son bateau. C'est un projet monégasque depuis le début. C'est Pierre Casiraghi qui a commencé avec moi l'histoire Malizia. Et c'est le 3e bateau, là, Malizia 3. Donc on est très fiers, honorés de porter les couleurs de Monaco. Grâce à soutien long terme, on a pu se préparer des conditions parfaites. On fait partie des favoris pour la course. On peut s'affronter maintenant à un tour du monde dans des très bonnes conditions et vivre ensemble cette aventure et espérer de aussi faire un bon résultat. Est-ce qu'on comprend par rapport à ce qui s'est passé il y a 4 ans, est-ce qu'on grandit encore plus après tout ce qui s'est passé? Pour nous, ça fait partie de l'attraction du Vendée Globe que ça nous oblige à grandir parce que c'est pas une chose que naturellement on peut juste faire plusieurs fois. Je trouve oui, c'est quand même une sacré challenge personnel, un grand engagement aussi et pour être bien mentalement à bord pendant ce long temps-là, je me suis quand même beaucoup préparé. J'ai essayé de m'affronter à cette challenge, de grandir de la façon nécessaire pour pouvoir bien vivre aussi cette challenge. Et demain matin, aux aurores, Boris Herman pourra compter sur sa garde rapprochée pour longer tout le chenal, pour aller bien sûr en mer, ensuite sur les océans. Et avant le départ, il sera entouré vraiment de ses plus fidèles, de ses plus proches amis, à commencer par Pierre Casiraghi, qui sera le dernier à sauter dans l'eau, lui, membre d'équipage bien sûr du Team Malizia. On va l'accompagner, on a une petite équipe, on est 4 pour l'aider pour préparer le bateau et le lancer sur la ligne et qu'il puisse vraiment se concentrer sur son départ et pas avoir trop de choses à faire sur le bateau. Donc on va vraiment l'amener jusqu'aux quelques minutes avant le départ. C'est un grand moment. Ah, c'est un très grand moment. Là, c'est un moment clé parce que voilà, bon, c'est 2 ans de travail pour préparer le bateau avec des choix qui ont été vraiment importants. C'est un bateau qui est très différent du reste de la flotte. Donc on a un bateau qui est un petit peu plus lourd mais qui est plus résistant et on trouve qu'il passe mieux la mer. Donc c'est vraiment un bateau qu'on
qu'on a imaginé pour les mers du Sud. Et aussi, on a beaucoup travaillé un petit peu le confort pour que Boris puisse se reposer au mieux à l'intérieur du bateau. Donc voilà, c'est un aboutissement de 2 ans de travail. Et on a vu que les 2 dernières transats, Boris a vraiment performé de manière incroyable. C'est le seul qui a été de toute la flotte qui a été régulier. Hein, donc voilà, je pense que c'est, en tout cas pour nous, c'est un vrai favori pour ce Vendée. Après, c'est une course tellement compliquée, tellement longue. Oui. C'est difficile de faire des prédictions. Le bateau va sortir du chenal, vous avez dit, pilote automatique, un peu de barre. Et à un moment, il ne reste plus qu'une seule personne aux côtés de Boris. Voilà. Petit à petit, on va descendre. et à un moment, il n'y aura plus personne sur le bateau. Et une vingtaine de minutes sûrement avant la procédure de départ. Et là, effectivement, c'est le moment qui est sûrement le plus difficile pour les skippers. C'est le moment où ça commence réellement. Et de l'émotion, il y en aura demain au moment du grand départ de ce Vendée Globe Challenge pour des concurrents assez incroyables, des aventuriers des mers qui vont s'attaquer à cet Everest, en tout cas sur les océans. Il faut un bon bateau, il faut qu'il soit solide, il faut qu'il soit performant. De la mécanique, bien sûr, du sportif, de l'humain et du mental. Beaucoup de mental. Eric Blondeau, coach de Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe, nous résume un peu la philosophie avant ce grand départ de ces marins d'exception. C'est une mécanique comportementale, c'est une mécanique très complexe qui est celle de l'individu dans la haute performance. C'est celui qui doit prendre des décisions avec de très forts enjeux. Donc c'est une mécanique. Il n'y a pas de recette là-dessus. Chacun va trouver sa vision, son ambition, sa mission au sein de chaque Vendée Globe. Ils n'ont pas le même âge, pas le même sexe, pas la même socioculture. Donc l'idée c'est de travailler avec chacun des individus. Il n'y a pas de livre qui a été écrit là-dessus. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de recette clé. En fait c'est de l'ostéopathie et tout le travail qu'on fait avec lui c'est manucuré. Demain, le grand départ, 13h02, précise pour les 40 concurrents pour ce 10e Vendée Globe Challenge et pour des sensations fortes, très fortes autour du globe. Et hier soir, dans les salons de l'événement, le souverain a assisté à la signature d'un accord de partenariat entre la Fondation Prince Albert II et la Vendée Globe Association pour continuer d'œuvrer ensemble à la protection des océans et de la planète, en impliquant notamment les générations futures. J'ai tout de suite pensé que, non seulement que c'était une belle idée, mais qu'on pouvait aussi participer à cela de façon constructive et efficace, et j'espère efficace sur les mers, pour qu'il y ait d'abord une meilleure compréhension des enjeux qui touchent l'océan global, et puis que voilà, plus on est d'acteurs autour de ces sujets-là, plus on peut être efficace. Les marins qui participent à cette épreuve extraordinaire sont des aventuriers, sont des personnages formidables et qui peuvent porter ces messages-là, et qui peuvent être vraiment des ambassadeurs engagés sur tout ce qui concerne les océans, puisqu'ils sont aux premières loges. C'est eux qui voient aussi les effets, les dommages, la perte de biodiversité marine que l'on connaît. Et donc ils peuvent non seulement témoigner, mais ils peuvent aussi porter les messages et être des acteurs engagés. Et nous reviendrons bien sûr demain sur le départ de ce 10e Vendée Globe avec nos équipes sur place. On passe à une autre discipline, le basket, avec cette belle victoire de l'AS Monaco face à l'Anadolu hier soir. À Istanbul, les rouges et blancs ont dominé 81-69. Score final lors de cette 8e journée d'Euroleague. Le club de la Principauté se relance donc après sa défaite à Kaunas et prend la 6e place du classement, juste devant Paris. Musique, cinéma, théâtre, toute l'actualité culturelle de la Principauté est désormais regroupée sur un même site, culture.mc. Pratique lorsque vous cherchez une idée sortie. Cette plateforme a été inaugurée en présence de Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, jeudi. Je vous propose d'écouter à ce sujet Julien Dejanovic de la Direction des services numériques. Grâce notamment à la direction des affaires culturelles, on a vraiment découvert un univers passionnant, l'univers de la culture, et on s'est mis au service des acteurs culturels. Donc vraiment l'équipe a réalisé ce projet vraiment avec envie. Et on a travaillé après près de 10 personnes en simultané à certains moments sur le projet. On a testé environ une centaine d'écrans auprès de testeurs du monde professionnel mais aussi du grand public pour s'assurer vraiment que ce site trouve son public. On va trouver l'ensemble des thématiques de la culture en principauté détaillées, présentées avec les événements et les actualités. On va trouver un agenda enrichi vraiment où on va pouvoir comprendre quelle est l'offre culturelle en
Principauté, mais de manière détaillée. Ce n'est pas juste un agenda qui dit il y a tel événement tel jour. Il faut savoir que c'est une plateforme qui a deux aspects, un aspect grand public et puis un aspect dédié aux professionnels de la culture qui vont venir l'enrichir de manière continue. Et c'est ce qui fait qu'il faut y aller régulièrement sur cette plateforme pour voir toutes les mises à jour qu'il peut y avoir sur la culture en Principauté. Des propos recueillis par Fabien Bonilla. Il s'agissait pour eux d'un bon entraînement avant l'examen final. Les élèves de l'Académie Régnier 3 ont donné un concert baptisé Carte blanche mercredi. Violon, clarinette, harpe, le public en a pris plein les oreilles. Voyez ce reportage de Christinda Petit-Homel et Hugo Comasa. Il s'agissait de la toute première réalisation artistique de l'Académie Régnier 3 pour l'année 2024-2025. Les élèves qui présenteront en fin d'année leur diplôme d'études musicales se sont donc produits au même titre que leurs aînés sur la mythique scène de l'Auditorium Régnier 3, une scène habituellement dédiée aux concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et qui avait été mis gracieusement le temps d'une soirée à la disposition des élèves et de leurs professeurs par la Direction des Affaires culturelles. Au programme de ce concert, ensemble de violoncelle, formation de musique de chambre, concerto de harpe, piano, saxophone, mandoline, guitare, violon, clarinette, flûte et même hautbois, et collectif de l'Orchestre des Jeunes. Un concert donc riche et varié, un avant-goût du programme de l'Académie Régnier 3 qui s'annonce tout aussi éclectique, surtout dans les semaines à venir. L'Académie participe tout au long de l'année à l'activité culturelle de la Principauté de Monaco. Alors d'ici la fin de l'année, nous aurons le plaisir de voir notre département de jazz et musique actuelle en ouverture du Monte Carlo Jazz Festival sur la scène de l'Opéra Garnier. Donc ça, c'est vraiment un grand honneur pour nos élèves et c'est un bonheur également pour les familles qui vont venir les voir. Et ensuite, pour terminer l'année 2025 de manière un petit peu plus festive, l'Académie organisera son traditionnel concert de Noël en fin d'année. C'est également un événement gratuit ouvert à tout public et bien entendu, nous vous attendons toutes et tous très nombreux à cet événement. Retenez donc la date, un événement qui se déroulera le 19 décembre à 18h à l'espace Léo Ferré. Un concert de Noël chaleureux et magique avec au programme des classiques de Noël à travers les époques et des chants d'enfants des classes de chorale. Une belle façon donc de clôturer l'année 2024. Ils sont eux aussi montés sur scène, mais pour toute autre chose. 3 lauréats ont été récompensés par la Fondation Prince Albert II pour leur implication dans la préservation de la planète. La cérémonie annuelle de remise des prix pour la santé planétaire avait lieu jeudi à la salle Garnier. Sachez que l'intégralité de la soirée sera diffusée sur Monaco Info demain dès 15h. Boris Cyrulnik sera à Monaco samedi 16 novembre prochain pour une conférence au Théâtre des Variétés. Pour l'occasion, le célèbre neuropsychiatre et auteur de nombreux ouvrages à succès est notre invité. Bonsoir Boris Cyrulnik. Bonsoir. Le thème de cette conférence est Nouvelle civilisation et nouveaux attachements. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qui se cache derrière ce titre ? Alors, les cultures passent leur temps à changer. Mais ces dernières décennies, ça change à une vitesse stupéfiante. Avant, il fallait plusieurs siècles pour qu'on puisse obtenir un changement. Là, en quelques décennies, les femmes ne sont plus les mêmes. Elles sont physiquement plus grandes. Elles vivent. Une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui va devenir centenaire. Elles vont à l'école, elles ont des diplômes, elles envisagent leur vie de manière totalement indépendante. Elles mettent leur premier enfant au monde, elles ont 32, 33, parfois 34 ans. Or, un utérus de 34 ans, c'est pas du tout un utérus de 25 ans, qui est le maximum de fécondabilité. Les hommes, donc, sont en train de changer eux aussi. Pendant des centaines de milliers d'années, un homme qui n'était pas violent était méprisé, puisque c'est la violence qui permettait de faire de la société, c'est la violence qui permettait de faire de la survie face aux animaux, face aux accidents climatiques. Aujourd'hui, quand un homme est violent, on appelle le SAMU, les pompiers, le GIGN, le RAID, parce que la violence, qui était une fonction adaptative qui a permis la survie humaine,
aujourd'hui est une dégradation des relations sociales et est totalement désadaptative. Donc comment voulez-vous que les enfants soient les mêmes si les mères sont plus les mêmes, si les pères sont plus les mêmes, si les valeurs sociales ne sont plus les mêmes? Tout est à repenser. Donc on constate ces changements et quelles en sont les conséquences? Ah ben une conséquence, c'est la société n'est plus la même. Quand un enfant arrivait au monde, il vivait dans un monde violent, donc la violence était une valeur adaptative. Aujourd'hui, la valeur adaptative, c'est l'école. Donc c'est un progrès immense. Les filles ont une avance à 12 ans, elles ont une avance neuropsychologique de 2 ans. Donc sur le plan scolaire, c'est un avantage faramineux. Sur le plan individuel, c'est pas un avantage parce qu'elles prennent conscience de problèmes qu'elles ne sont pas encore capables de résoudre à 12 ans. Donc elles sont 2 à 3 fois plus anxieuses que les garçons. Elles sont bien meilleures élèves et bien pires dans l'anxiété. Donc c'est un poison intime, c'est une amélioration sociale et un poison intime. Est-ce que c'est pour cela que vous dites que cette révolution sera à la fois passionnante et angoissante? Mais oui, mais oui, c'est exactement pour ça, c'est que on peut pas supprimer l'école, puisque ça fait partie des immenses progrès de la condition humaine, mais il n'y a pas longtemps que l'école est obligatoire. Donc ça fait partie des progrès, mais un des résultats sur la société, c'est que on est en train de faire une nouvelle classe, une nouvelle aristocratie, qui est l'aristocratie du diplôme. 15% d'une population d'âge, des jeunes aujourd'hui, sont éblouissants. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont sympas, ils sont intelligents, ils parlent anglais sans accent, ils ont de quoi être détestés. À l'opposé, 15% des jeunes d'une classe d'âge aujourd'hui sortent de l'école n'ayant rien appris. Analphabètes. Ils ont appris seulement à supporter l'ennui et à s'auto-agresser. Entre les deux, 70%, ben, ils font ce qu'ils peuvent, ils se répartissent comme ils peuvent, parfois bien, parfois pas bien. Mais le résultat, c'est qu'on voit apparaître sur la planète entière où se développe l'école, on voit apparaître une haine des élites. Ces 15% de gosses éblouissants sont haïs. Donc ça fait un nouveau problème psychosocial qui est la conséquence d'un progrès incontestable, l'école, qui permet de faire de la société, mais qui ne convient que à 15% d'une classe d'âge. Et quelle solution pourrait être envisagée? Car dans ce que vous décrivez, on semble être face à un mur. Eh bien oui, mais les murs sont faits pour être franchis. Donc ce mur-là, on va le franchir, on commence déjà à le franchir, on voit la dévalorisation des examens scolaires. Le bac est complètement dévalorisé. Je fais partie d'une classe d'âge où 3% des enfants allaient jusqu'au bac. Actuellement, je crois que ça dépasse les 90-95%, donc ça ne veut plus rien dire. Donc l'orientation, elle est faite beaucoup plus tard. Elle est faite après le DUG. Seulement au DUG, on a des jeunes gens de 20 ans. Et l'orientation se fait par la sélection, c'est-à-dire par l'humiliation. Avant, quand un gosse n'allait pas à l'école, il pouvait penser j'aurais été bon si j'avais été à l'école, mais mes parents étaient paysans, ouvriers, il n'y avait pas de place à l'école, j'aurais été bon, mais voilà, j'ai pas été à l'école. Aujourd'hui, un gosse qui est pas bon à l'école pense je suis mauvais. Donc c'est une source d'hostilité contre la société qui explique d'ailleurs beaucoup de manifestations où on voit des jeunes garçons plus que les filles qui mettent le feu à leur propre école. C'est le lieu de l'humiliation. Les gilets jaunes, où est-ce qu'ils ont cassé et où est-ce qu'ils ont mis le feu? Aux Champs-Élysées, sur les magasins de luxe. La réussite d'une minorité d'entre nous était une humiliation pour eux. Donc on voit que ce progrès incontestable pour l'intelligence, pour la lecture, se traduit pour la majorité des enfants par une humiliation et par une haine des élites.
Merci beaucoup Boris Cyrulnik d'avoir été avec nous. Quant à vous, soyez au rendez-vous le samedi 16 novembre à 14h30 au Théâtre des Variétés. Vous pouvez déjà réserver vos places sur le site my.wizevent.com. Il est maintenant l'heure de la chronique américaine et après des semaines dédiées aux élections, notre envoyé spécial à New York nous propose un thème plus léger. Alexandra, bonsoir. A priori, nous allons prendre l'air. Bonsoir à vous. Oui, et en petite foulée, dimanche dernier se tenait le célèbre marathon de New York. Cette année, plus de 56 000 coureurs ont pris le départ et c'est un record. Parmi eux, un licencié de l'ASM Athlétisme. Nous l'avons suivi dans sa préparation jusqu'au jour J. Ce sera son 14e marathon. Damien Lagoutte, licencié à l'ASM Athlétisme, est un habitué des longues distances. Sur la piste du Stade Louis II ce jour-là, il réalise les derniers tours et les derniers ajustements avant son départ. Direction New York City et son célèbre marathon. On le retrouve à Central Park à seulement 4 jours du grand départ. Même pour les habitués, un marathon, ça se prépare. Et les derniers jours sont essentiels. Il faut décrasser les muscles après ces longues heures de vol, mais ne pas trop en faire avant le jour J. Le secret, doser l'entraînement. Aujourd'hui, c'est mon dernier entraînement avec un petit peu d'intensité, donc ça va être 1 heure en tout, ça va faire 12 km. Et je vais juste faire des accélérations sur 30 secondes 10 fois avec 1 minute de récup, juste pour remettre le corps en condition avec un petit peu d'accélération, mais pour être prêt pour dimanche. Dimanche, mon objectif ça va être de faire 2h35, à savoir que mon record c'est 2h28 que j'ai fait l'année dernière à Valence. Première fois à New York, c'est aussi l'occasion de profiter de la ville en famille. On va pas là sur la pierre. Il y en a deux et il y en a un au-dessus d'un verre. Ah ouais là. Puis passage obligatoire au Javits Center, l'imposant centre de congrès qui accueille les 56 000 participants de cette année. C'est ici que tout le monde récupère son dossard. C'est le jour J dans la ville. Plus de 2 millions de spectateurs sont venus soutenir les athlètes professionnels et amateurs. Damien fait partie des coureurs de la première vague. Après les professionnels, il vise les 2h35, un excellent chrono, très exigeant pour les muscles, sur ce parcours qui compte beaucoup de dénivelé. Le marathon de New York est l'un des plus attendus de la saison. Il fait partie des 7 majors auxquels celui de Sydney vient de se rajouter il y a quelques jours. Sur la ligne d'arrivée, on retrouve notre coureur local, fatigué, mais qui a atteint son objectif en 2h38 minutes. C'était très dur, je pensais pas que ça serait aussi dur. Le deuxième semi-marathon, il est très vallonné et musculairement, pour moi, je sais pas si c'était le manque de préparation, peut-être 2 km, parce que l'objectif c'est quand même Valence dans un mois s'il aura lieu. Et je manquais certainement un peu de kilomètres et vraiment les jambes ça a été dur. À la fin, les 6-7 derniers miles ont été vraiment très durs. Cette année, 137 nationalités étaient représentées. De nombreux Français viennent tenter cette aventure unique. À l'image de ces 2 Azuréens, ils couraient leur tout premier marathon et sont ravis de leur expérience. Objectif atteint, on est finisher dans le délai qu'on s'était fixé et c'était exceptionnel. C'est une expérience incroyable. Je pense que c'est l'expérience humaine avant tout, même avant qu'elle soit sportive. Et franchement, ce qui m'a le plus impressionné quand même, c'est l'ambiance. La difficulté, c'est sûr, on savait que c'était difficile, mais l'ambiance, c'était juste monumental. J'ai plus mal à la tête qu'aux jambes, parce que les gens, ils n'arrêtent pas de te hurler dessus, c'est un truc de dingue. Mais dans les moments difficiles, ça te porte. Ça te porte. Les Américains, pour ça, c'est les meilleurs. Et aussi, l'organisation, les volontaires et tout, ils font un job incroyable. Une foule en délire qui porte ses athlètes pendant les 42,195 km. Alors si vous aussi vous souhaitez vous lancer ce défi, sachez que de nombreuses agences spécialisées proposent de vous aiguiller pour obtenir le précieux dossard. Mais il faudra vous y prendre jusqu'à 2 ans en avance. Dans ce cas-là, il vaut mieux commencer ses recherches dès maintenant. Le 11 novembre approche, c'est ce lundi, jour férié en France, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Il aura un impact chez nous avec la fermeture de tous les bureaux de poste. La distribution du courrier et le relevage des boîtes aux lettres situées sur la voie publique ne seront pas assurés ce jour-là. La Poste Monaco assure que le service reprendra normalement dès mardi 12 dans les 7 bureaux. Quel temps fera-t-il ce dimanche? Allons-nous pouvoir profiter de belles balades en extérieur? Réponse avec vous, Christinda Petit-Homel, bonsoir.
Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps sera au beau fixe. Du soleil le matin, du soleil l'après-midi. Des températures douces également, puisqu'elles seront comprises entre 15 et 20 degrés. Et puis sinon, nous souhaiterons une bonne fête au Léon. Bonne nouvelle, merci Christinda. Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. On se quitte avec les photos du Port Hercule qui ne désemplit pas depuis l'installation de la foire attraction, malgré la grisaille du jour. Stéphane Dana a immortalisé les meilleurs moments de ce samedi. À demain pour un nouveau journal, 18h30 cette fois. D'ici là, portez-vous bien.